Bon. Donc, pour aujourd'hui, on va voir l'hypersensibilité retardée ou l'hypersensibilité type 4. Ça s'appelle aussi l'hypersensibilité à médiation cellulaire. Hypersensibilité à médiation cellulaire. Donc, c'est pas comme les états d'hypersensibilité type 1, type 2 et type 3, où on trouve le rôle majeur des immunoglobulines. Ici, c'est purement cellulaire. Qui dit cellulaire, c'est les lymphocytes T et les autres cellules de l'immunité innée. D'accord? Donc, après une introduction, on va voir quels sont les mécanismes impliqués dans ces états d'hypersensibilité retardée. Et donc, il y a l'hypersensibilité retardée de contact, il y a l'hypersensibilité de type tuberculinique, il y a l'hypersensibilité granulomateuse. Tout ça, c'est des états d'hypersensibilité type 4. On va voir à la fin comment explorer ces états d'hypersensibilité type 4. Donc, comme introduction, la réponse cellulaire effectrice est un composant normal de l'immunité adaptative. D'accord? Donc, c'est comme la réponse immunitaire vis-à-vis des allergènes, vis-à-vis des auto-antigènes. C'est une réponse normale. Mais parfois, chez quelques individus, il y a apparition de quelques pathologies. Donc, lorsque la réponse est exagérée, donc, on est dans les états d'hypersensibilité. Donc, c'est une réponse exagérée vis-à-vis d'un antigène. Pour les états d'hypersensibilité type 1, type 2, type 3, on trouve le rôle des immunoglobulines. Par contre, dans l'hypersensibilité retardée, type 4, elle est cellulaire. L'hypersensibilité du type 4, de classification toujours de Jelly-Combs, est due à la production par les lymphocytes T spécifiques de l'antigène. Donc, ici, on trouve l'élément majeur, c'est les lymphocytes T. D'accord? L'élément majeur, c'est les lymphocytes T. Donc, spécifiques d'antigène, ces lymphocytes T vont synthétiser des cytokines, provoquant la migration, l'activation et l'accumulation locale de leucocytes mononucléés. D'accord? Mais donc, l'élément clé, c'est ça. Le modèle le plus étudié est celui de l'hypersensibilité tuberculinique induite par l'exposition de l'organisme au bacille de Koch. C'est le Mycobacterium tuberculosis. Ou parfois même au vaccin BCG, c'est le bacille de Calmette et Guérin. C'est une souche de Mycobacterium bovin. Cette hypersensibilité est mise en évidence par le test tuberculinique par injection intradermique, l'EDR, ça s'appelle l'EDR à la tuberculine, d'un dérivé protéique purifié de culture de bacilles tuberculeux. C'est lorsqu'on suspecte une infection par le BK, on fait l'EDR à la tuberculine. Et en même temps, on peut explorer ces états d'hypersensibilité type 4. La réaction se manifeste par un érythème et une induration. La réaction du test, d'accord, c'est pas la pathologie. La réaction du test, de l'intradermoréaction, se manifeste par un érythème et une induration, atteignant son maximum 48 heures après l'injection. C'est 48 heures, c'est pas juste après l'injection. D'accord? C'est pour ça que ça s'appelle des réactions d'hypersensibilité retardées. L'examen histologique de la réaction révèle un infiltrat de cellules mononucléées sans dépôt d'immunoglobulines. Parce que dans ces états, il n'y a pas l'effet des immunoglobulines.
D'autres modèles mettant en jeu des mécanismes analogues comme la dermite de contact, la dermite ou la dermatite de contact fait partie des états d'hypersensibilité type 4. Et la réaction granulomateuse. D'accord? On va voir en détail ces trois types de mécanismes impliquant les états d'hypersensibilité. Toutes ces réactions, donc les réactions tuberculiniques, dermatite de contact, granulomateuses, toutes ces réactions ont en commun la propriété de pouvoir être transmises chez l'animal ou chez l'homme, si on veut transmettre ces pathologies à un receveur non immunisé. Donc, il faut injecter les lymphocytes TCD4 du donneur sensibilisé, mais pas par des anticorps spécifiques. Donc, si on veut transmettre la maladie chez un individu sain, il faut prendre les lymphocytes TCD4 du patient malade. Ça, c'est purement de la théorie. D'accord? On peut faire ça chez les animaux. Ce transfert nécessite des conditions. Parmi ces conditions, il faut avoir des molécules de CMH en commun entre le donneur et le receveur. Sinon, ces lymphocytes T ne vont pas reconnaître des antigènes une fois pénétrés, parce que les antigènes vont être présentés par le CMH du receveur. Si le receveur n'a pas le même CMH que le donneur, il n'y aura pas d'activation. D'accord? Qui va reconnaître le CMH? Qui va reconnaître le CMH? C'est le TCR. C'est le TCR qui va reconnaître le CMH. Si le CMH n'est pas le même, il n'y aura pas de reconnaissance. Pas de reconnaissance, pas d'activation. Pas de pathologie. D'accord? Le transfert peut être assuré par les lymphocytes TCD8 dans certains modèles d'hypersensibilité à des antigènes viraux. D'accord? Mais c'est surtout les lymphocytes TCD4 qui sont impliqués dans ces états d'hypersensibilité type 4. Les mécanismes de l'hypersensibilité retardée, donc je connais les éléments clés qui sont l'allergène qui va sensibiliser, mais l'élément clé c'est les lymphocytes T. D'accord? C'est les lymphocytes T, après activation, ils vont synthétiser des cytokines qui vont activer des leucocytes, qui vont migrer au niveau du foyer, du contact, ils vont libérer des médiateurs à l'origine de l'inflammation locale. D'accord? Donc, la prise en charge de l'antigène par les CPA. La première étape, après pénétration de n'importe quel antigène, dans n'importe quelle circonstance, l'antigène va être pris en charge par les cellules présentatrices d'antigènes. Donc, les cellules de Langerhans de la peau captent localement l'antigène et le transportent au niveau des organes lymphoïdes secondaires. Les cellules de Langerhans, au cours de leur migration, ils vont se différencier en cellules dendritiques. D'accord? L'activation des cellules T naïves nécessite la reconnaissance d'un fragment peptidique de l'allergène, c'est un antigène, exprimé par les molécules de CMH du soi. D'accord? Donc, c'est les cellules dendritiques qui vont capter l'antigène, il y aura dégradation et présentation par le CMH ou lymphocyte T naïf. Et la présentation va se faire à quel niveau? À quel niveau? Au niveau des organes lymphoïdes secondaires. Ça dépend de la voie de pénétration. D'accord? C'est au niveau des organes lymphoïdes secondaires. La présentation de l'antigène se fait au niveau des organes lymphoïdes secondaires. La présentation de l'antigène et les signaux de co-stimulation délivrés par les CPA sont indispensables à l'activation
et à l'expansion clonale des cellules T naïves et leur différenciation en cellules T effectrices. Cette étape de la réponse immunitaire spécifique se développe dans les organes lymphoïdes périphériques. C'est les organes lymphoïdes secondaires. Donc ça, c'est la première étape, c'est la prise en charge et la présentation de l'antigène. La deuxième étape, après présentation, logiquement, il y aura activation des lymphocytes T, TCD4, parce que dans la majorité des cas, l'antigène est exogène. D'accord? Donc il y aura présentation d'un peptide immunogène exogène au lymphocyte T CD4. Les cellules T naïves, donc TCD4 naïves, qui rencontrent l'antigène présent à la surface d'une CPA, les cellules dendritiques, prolifèrent et se différencient en cellules effectrices activées. On a à la surface prolifère et se diffère. Bon, à la surface d'une CPA. Maintenant, en réalité, c'est présenté par le CMH. D'accord? Il faut corriger à la surface. Mais c'est présenté par le CMH exprimé à la surface de ces CPA. D'accord? La prolifération et la différenciation des lymphocytes T activés sont induites par l'interleukine 2, produite par les lymphocytes T activés eux-mêmes. Donc, on aura une activation autocrine. D'accord? Activation autocrine. Les lymphocytes TCD4 naïfs peuvent se différencier après leur activation en TH1, responsable de la réponse cellulaire, ou en TH2, responsable de la réponse immunitaire et morale. Maintenant, la différenciation soit en TH1, soit en TH2, c'est par rapport à plusieurs facteurs. Donc, plusieurs facteurs qui influencent soit la différenciation en TH1 ou là en TH2. Bon, ce schéma résume un peu la réaction, le mécanisme de la réaction retardée, d'hypersensibilité retardée. Donc, c'est une réponse cellulaire. L'exemple, c'est l'allergie au nickel, retrouvée dans les bijoux, les fantaisies, d'accord? Il y a la phase de sensibilisation, il y a la phase de réaction retardée. La phase de sensibilisation, l'allergène, une fois pénétré, il va être capté par les CPA. Les CPA vont migrer, dans ces cas, c'est les cellules dendritiques, ils vont migrer au niveau des organes lymphoïdes secondaires, et dans ce cas, parce que c'est la peau, ils vont migrer au niveau des ganglions. Ils vont présenter donc au lymphocyte T, ils vont présenter le peptide immunogène au lymphocyte T. Ces lymphocytes T activés vont migrer au niveau des vaisseaux et après, ils vont migrer au niveau de la peau. D'accord? C'est des lymphocytes T actifs. Donc, c'est une phase de sensibilisation. Lors des contacts ultérieurs, une fois l'antigène pénètre, donc il y aura présentation directe au lymphocyte T déjà sensibilisé, activé. Donc, il y aura une deuxième activation. Cette activation va être à l'origine de la libération de cytokines qui vont activer d'autres cellules, ils vont attirer d'autres cellules, comme les leucocytes. Ces leucocytes, ils vont libérer des médiateurs à l'origine des lésions au niveau de la peau. D'accord? Et donc, dans l'hypersensibilité retardée, la cellule effectrice a un phénotype TH1. Par contre, dans l'hypersensibilité type 1, la cellule effectrice a un profil de phénotype TH2, d'accord, synthétisant des immunoglobulines. Ces lymphocytes TH1 vont libérer des cytokines, comme l'interleukine 2 et l'interféron gamma.
et des cytokines chimiotactiques pour les monocytes macrophages et pour les polynucléaires qui vont libérer des médiateurs vasoactifs et pro-inflammatoires. D'accord? C'est purement local. Au niveau local, ils vont libérer ces médiateurs vasoactifs et pro-inflammatoires à l'origine des lésions tissulaires. D'accord? D'autres cellules peuvent être retrouvées dans ces infiltrats après chimiotactisme. Il y a chimiotactisme de plusieurs types de cellules. Et donc d'autres cellules peuvent être retrouvées dans ces infiltrats comme les mastocytes et les basophiles. Donc ces mastocytes et les basophiles vont aggraver l'inflammation par la libération de quelques médiateurs. Et donc, lors de la réintroduction de l'antigène, le même antigène, qui a provoqué la sensibilisation, la réaction inflammatoire débute entre la 6e et la 8e heure et atteint son maximum à la 24e heure, entre 24 et 48 heures. Donc ça devient plus rapide. Ça devient plus rapide pour disparaître après en quelques jours. D'accord? Généralement, l'eczéma de contact peut disparaître après quelques jours. On va voir les 3 types liés à ces états d'hypersensibilité. De type 4, on a l'hypersensibilité de contact, tuberculinique et granulomatoïde. D'accord? On va commencer par l'hypersensibilité retardée de contact. Si vous avez des questions, il faut les poser. D'accord? Si vous avez des questions, avant de passer aux autres diapos, donc il faut poser des questions. Pour moi, c'est clair. C'est pour ça que je fais les diapos comme ça. Pour moi, c'est clair. Mais c'est à vous de poser les questions. D'accord? C'est clair? Donc, concernant l'hypersensibilité retardée de contact, elle est définie cliniquement par une réaction eczémateuse. Donc, c'est l'eczéma de contact. Au site de contact, c'est important, c'est au site de contact. Avec l'antigène, 48 heures après le contact, donc après le contact de l'antigène, il y a apparition d'une réaction eczémateuse. C'est une réaction épidermique. C'est au niveau de l'épiderme. Elle est due le plus souvent à des aptènes, comme les sels de chrome, de ciment, de nickel, de cobalt, de mercure. D'accord? Donc c'est des aptènes, ou certains composés chimiques, de petits poids moléculaires entrant dans la composition des caoutchoucs, des cols, la peinture, les pesticides, les cosmétiques et certains médicaments. Donc, des aptènes qui sont très incriminés dans ces états d'hypersensibilité de contact. Donc, ces aptènes pénètrent par voie cutanée, mais ça nécessite, pour activer le système immunitaire, ces aptènes forment des conjugués stables avec des protéines cellulaires, en particulier au niveau des cellules de Langerhans de l'épiderme. Parce que l'aptène seul, on a fait ça l'année passée, n'est pas immunogène. قريناها l'année passée. L'aptène seul n'est pas immunogène. Donc ça nécessite le couplage de l'aptène avec les protéines porteuses, et donc pour activer le système immunitaire. La lésion est caractérisée par une infiltration des cellules mononucléées ou mononucléaires Donc, sur le plan clinique, c'est ça. Il y a apparition de l'érythème et de l'induration. Comme ça, c'est de l'eczéma de contact. Après un patch test. Là, c'est des tests d'exploration. D'accord? C'est l'hypersensibilité de contact. Là, c'est l'eczéma. Là, c'est lorsqu'on a utilisé, pour explorer, on a utilisé des patch tests
et ça a donné une réaction eczémateuse. Éteignez vos portables. Donc les cellules de Langerhans, ça c'est le mécanisme, les cellules de Langerhans migrent dans le derme, puis vers les ganglions lymphatiques. Donc après contact avec l'antigène, ces cellules migrent dans le derme, puis vers les ganglions lymphatiques. Mais lors de la migration, ils vont subir des modifications. D'accord? Et donc, au niveau de la région paracorticale, via les lymphatiques afférents, elles se transforment en cellules interdigitées du cortex profond. L'essentiel, tout ça, c'est au niveau du ganglion qui présente le complexe aptène-protéine porteuse ou lymphocyte T CD4 naïf. Donc, c'est pas l'aptène seul qui sera présenté. D'accord? Ça nécessite une partie d'une protéine porteuse, induisant l'expansion clonale des cellules TCD4. Donc, c'est les lymphocytes TCD4 naïfs vont être activés. D'accord? Ils vont se différencier en TH1. D'accord? L'induction de l'hypersensibilité retardée de contact implique habituellement une réaction inflammatoire locale. C'est de contact, c'est purement local. Avec production de cytokines et de chimiokines. Donc, ces lymphocytes TCD4 activés vont synthétiser des cytokines et des chimiokines. D'accord? Et même les kératinocytes aussi, ils vont synthétiser des cytokines et des chimiokines et les cellules de Langerhans. Donc, il y a plusieurs cellules qui synthétisent ces cytokines et ces chimiokines. D'accord? Il y a les lymphocytes TCD4, il y a aussi au niveau local les kératinocytes et les cellules de Langerhans. Parfois, il y a des cytokines, au début, c'est les cytokines activatrices. Et après, à la fin, on aura des cytokines qui inhibent l'action de ces cytokines. Donc, il y a d'autres cytokines inhibitrices. Bon, c'est presque le même mécanisme déjà vu. Le conjugué, donc, formé par l'aptène et les protéines, après pénétration, va être pris, ça c'est l'aptène, donc, avec une protéine porteuse, va être pris en charge par des cellules de Langerhans au niveau de l'épiderme. Ils vont migrer par les lymphatiques afférents, d'accord? Et ils vont présenter, au niveau du paracortex, ils vont présenter l'antigène aux lymphocytes TCD4. D'accord? Il y a aussi l'intervention des macrophages, mais c'est ça, la migration et la présentation. Les cellules interdigitées vont présenter aux cellules TCD4 au niveau du paracortex. Et donc, il y aura activation de ces lymphocytes TCD4 naïfs. Et ça, c'est l'activation des lymphocytes TCD4 naïfs. Et après, il y aura l'expression et mécanisme des lésions de ces dermatites ou l'eczéma de contact. Donc, après application du même aptène, donc il y a la première phase de sensibilisation, et après, il y aura apparition des signes cliniques. Après application du même aptène dans une zone cutanée différente du site utilisé pour l'immunisation. D'accord? Des cellules mononucléées s'accumulent et infiltrent l'épiderme. La réaction atteint son maximum après 48 heures, bon, jusqu'à 72 heures. Elle est caractérisée macroscopiquement par l'érythème, des œdèmes et des vésiculations. D'accord? On a déjà vu les photos. D'accord? C'est surtout l'érythème, des œdèmes et des vésiculations. L'examen immunohistochimique, c'est l'examen ANAPAT, révèle l'accumulation des cellules mononucléées
comme les lymphocytes T, CD4, CD8 et des cellules de Langerhans. Donc, ces lymphocytes T, CD4, CD8 activés sécrètent de l'interféron gamma qui induit l'expression de l'ICAM1. L'ICAM1, c'est quoi? C'est des molécules d'adhésion qui vont être exprimées par donc des cellules endothéliales indispensables à la migration. Donc indispensables à la migration des cellules immunitaires. Donc ils vont être exprimées par les cellules endothéliales. Et quels sont les ligands de ces ICAM1? C'est des molécules d'adhésion qui vont se lier à d'autres molécules d'adhésion pour faciliter la migration. C'est les LFA1. LFA1. D'accord? LFA1, c'est des molécules d'adhésion qui font partie de la famille des intégrines. Par contre, les ICAM, c'est la superfamille des immunoglobulines. C'est au gars l'immuno de l'année passée. Là, jazz safe, jazz, c'est bon. Malèche. C'est ça, l'immunologie fondamentale, elle est importante pour comprendre la physiopathologie. Imaginons ma cartouche, كامل الموليكول d'adhésion ICAM1, هذه تولي تشوفها comme des Chinois. D'accord? C'est ça l'intérêt de l'immunologie fondamentale, pour comprendre la physiopathologie, l'immunologie pathologique. D'accord? Les pathologies liées au système immunitaire. Donc, les ICAM1, indispensables à la migration des cellules immunitaires, et tardivement des molécules HLA2 sur la surface des kératinocytes et sur les cellules endothéliales des capillaires dermiques. Donc tout ça, il y aura à la fin activation des kératinocytes qui produisent des cytokines pro-inflammatoires. Et les cytokines pro-inflammatoires, qu'est-ce qui est le rôle de ces cytokines pro-inflammatoires? Les cytokines pro-inflammatoires jouent un rôle aussi dans l'expression des molécules d'adhésion. Donc, ils vont faciliter la migration. Ils peuvent jouer un rôle dans le chimiotactisme des cellules immunitaires. Pour ça, on les appelle pro-inflammatoires. Ils aident l'inflammation. Les lymphocytes TCD8 spécifiques de l'aptène induisent l'apoptose des kératinocytes exprimant les peptides self-apténisés. Ça, c'est à la fin pour réguler cette réaction inflammatoire. D'accord? À la fin, il faut donc il y aura inhibition de cette réaction inflammatoire par l'intermédiaire de ces lymphocytes TCD8. D'accord? Ce schéma résume un peu ce mécanisme. Les cellules de Langerhans, après migration, ils vont présenter le peptide aux lymphocytes T. Et donc, ces lymphocytes T vont être activés par la présentation et par la synthèse de l'interleukine 1. Ils vont être activés. Après activation, ils vont synthétiser l'interleukine 2 et l'interféron gamma. Donc, ces cytokines vont activer et recruter les macrophages. Et en même temps, il y aura hyperexpression des molécules HLA de classe 2 et des ICAM par les kératinocytes, et qui vont aussi synthétiser de l'interleukine 1 et de l'interleukine 6 à l'origine de la prolifération aussi. Et donc, ça devient des boucles d'amplification de la réaction. D'accord? Et donc, après 72 heures, interviennent des macrophages qui, après recrutement, vont atténuer la réaction inflammatoire en synthétisant, entre autres, la prostaglandine qui inhibe la production de l'interleukine 2 et l'interleukine 1. Donc, à la fin, c'est comme le système du complément. Il y a des molécules d'activation, il y a d'autres d'inhibition. Sinon, il n'y aura pas de réglage. Donc, il y aura une activation chronique, elle peut être à l'origine des dégâts. C'est la même chose. Une réaction inflammatoire, elle doit être régulée. Et donc, c'est parmi les régulations, parmi les phénomènes de régulation de cette réaction inflammatoire, c'est la synthèse de ces prostaglandines qui vont inhiber l'interleukine 2 et l'interleukine 1 parce que
l'interleukine, ils vont inhiber ici, d'accord? Ces prostaglandines, ils vont inhiber ici, donc il n'y aura même pas l'activation de ces lymphocytes T, ils vont inhiber ici, donc il n'y aura pas de synthèse ni de l'interféron gamma, ni de l'interleukine 2, et donc pas de recrutement des macrophages, pas d'expression de CAMH, pas d'interleukine 1 et l'interleukine 6. D'accord? Donc les prostaglandines vont inhiber à deux niveaux, ici et ici. Et même ici, parce que ici, c'est les lymphocytes T, après activation, ils vont synthétiser l'interleukine 2, par réaction autocrine, elle va activer ces lymphocytes. Donc, les prostaglandines vont inhiber l'interleukine 1 et l'interleukine 2. Ces macrophages attirés sont retenus au site de la réaction inflammatoire grâce au facteur qui s'appelle le MIF. Ces facteurs inhibant la migration des macrophages. Facteurs inhibant la migration des macrophages. Produits par les lymphocytes T activés. D'accord? Donc, même les lymphocytes T activés peuvent réguler indirectement la réaction d'hypersensibilité type 4. Il y a aussi les TGF-bêta produits par les mastocytes dermiques, par les kératinocytes, activés, et les lymphocytes T et les lymphocytes inhibent l'inflammation et bloquent la prolifération induite par l'interleukine 1 et l'interleukine 2. Donc il y a plusieurs niveaux d'inhibition de ces états d'hypersensibilité. Donc il y a plusieurs éléments qui peuvent inhiber ces états d'hypersensibilité. Même l'interleukine 10 diminue l'expression des molécules HLA. D'accord? Donc il y a les prostaglandines, il y a les facteurs inhibant les macrophages, il y a le TGF-bêta, il y a l'interleukine 10. Tous ces éléments inhibent la réaction inflammatoire des états d'hypersensibilité type 4. Il y a aussi les lymphocytes T régulatrices qui inhibent directement les cellules T effectrices. Donc ça, c'est les niveaux d'inhibition par ces éléments. Donc les prostaglandines vont inhiber l'action de l'interleukine 1, ils vont inhiber l'action de l'interleukine 2 et de l'interféron gamma. D'accord? Il y a plusieurs niveaux. Même ici, les prostaglandines vont inhiber l'action de l'interleukine 1 pour l'activation des lymphocytes T. Donc ça, c'est pour l'hypersensibilité de contact. C'est, grosso modo, ces trois types d'hypersensibilité, ils ont plusieurs points en commun. Il y a quelques spécificités pour chaque mécanisme, pour chaque hypersensibilité, donc soit de contact, soit tuberculinique, soit granulomateuse. Les grandes lignes, c'est les mêmes, mais il y a quelques points en commun. Il y a quelques points de divergence, pardon. Il y a plusieurs points en commun, mais il y a quelques points de divergence. C'est la forme la plus classique d'hypersensibilité retardée. C'est l'hypersensibilité tuberculinique. Un sujet contaminé par le bacille de Koch, le BK, en cas de tuberculose, d'accord? En cas de tuberculose, ou vacciné par le BCG, se sensibilise vis-à-vis des constituants du germe. Donc là, il est sensibilisé. C'est la phase d'induction de l'hypersensibilité retardée qui demande quelques semaines pour s'établir. Cette forme d'hypersensibilité est induite par les infections bactériennes, parasitaires, mycosiques, par la vaccination ou par l'immunisation avec des protéines en présence d'adjuvants. Parce que dans les vaccins, on utilise toujours les adjuvants qui peuvent provoquer ces états d'hypersensibilité retardés. Comment? L'adjuvant, c'est des produits, par exemple l'aluminium, c'est des adjuvants, on va les mettre avec l'antigène qui sert de vaccin. D'accord? C'est dans la solution, il y a plusieurs adjuvants. D'accord? Et ces adjuvants, c'est pour la conservation de l'antigène, de
clivage enzymatique. Donc, ils vont protéger l'antigène dans le vaccin. D'accord? C'est des protecteurs, mais ces adjuvants peuvent provoquer des lésions, peuvent être à l'origine des lésions tissulaires. Donc, cette forme d'hypersensibilité, c'est la forme, lorsqu'on parle de l'hypersensibilité de type tuberculinique, c'est pas seulement la tuberculose. Elle est de type tuberculinique. Mais il y a d'autres parasites ou d'autres micro-organismes qui peuvent provoquer cet état d'hypersensibilité de type tuberculinique. C'est clair? C'est pas égal tuberculose. L'exemple le plus typique est celui de la vaccination par le BCG. D'accord? Et la vaccination par le BCG va provoquer ces états d'hypersensibilité. Donc les CPA, dans ce cas, sont les macrophages et les cellules interdigitées des ganglions. Et donc l'expression de l'hypersensibilité de type tuberculinique, la réaction locale consécutive à l'injection intradermique de tuberculine commence vers la 4e heure, d'accord? Juste après, intradermoréaction à la tuberculine, donc commence vers la 4e heure et atteint son maximum vers la 48e heure. Elle est constituée macroscopiquement d'un érythème et d'un épaississement. Donc, érythème et induration. Ça devient dur, induré, donc du derme. Associé à une nécrose centrale, la réaction est très intense. Parfois même, on remarque qu'il y a des nécroses centrales au niveau de la réaction. L'examen immunohistochimique, l'examen ANAPAT, révèle l'épaississement et la rétraction des cellules endothéliales des vénules post-capillaires. Le signe le plus caractéristique est l'accumulation de lymphocytes. Donc, hypersensibilité type 4, c'est toujours les lymphocytes T et de monocytes qui se transforment en macrophages avec formation de dépôts de fibrine autour des infiltrats périvasculaires. Donc, formation de dépôts de fibrine autour des infiltrats périvasculaires. Les ganglions régionaux peuvent être hypertrophiés et présenter une hyperplasie des zones thémodépendantes. Parce qu'il y a une stimulation, activation des lymphocytes T, il y aura hypertrophie des ganglions au niveau des zones T dépendantes. D'accord? Au niveau des zones T dépendantes, il y aura une augmentation du volume des ganglions. Ce type d'hypersensibilité retardée peut être induit par de nombreux autres antigènes microbiens, mais également non microbiens. D'accord? Les cellules endothéliales dans ce type de mécanisme assurent probablement la présentation de l'antigène et l'infiltrat cellulaire est localisé dans le derme et non dans l'épiderme. Dans l'eczéma de contact, la localisation, elle est au niveau de l'épiderme. Par contre, dans l'hypersensibilité tuberculinique, l'infiltrat est au niveau du derme. La réaction est déclenchée par les lymphocytes TCD8 et TCD4 spécifiques de l'antigène. Donc c'est toujours presque les mêmes éléments qui interviennent dans ces états d'hypersensibilité. Les principales cytokines impliquées dans les réactions d'hypersensibilité de type tuberculinique, c'est le TNF-alpha et l'interféron gamma. Dans l'hypersensibilité de type de contact, c'est l'interleukine 2 et l'interféron gamma. Donc il y a quelques spécificités dans ce cas. C'est le TNF-alpha, c'est le derme. Donc il y a quelques spécificités, mais ils ont beaucoup de points en commun. Dans l'association constitue le facteur d'activation des macrophages. L'association TNF et interféron gamma. Les cytokines chimiotactiques, comme l'interleukine 8, les MCP, les MIP, agissent sur les monocytes et augmentent l'expression des molécules d'adhésion, donc ils vont favoriser
ces chimiokines vont favoriser la migration de ces cellules, d'accord, les monocytes et les macrophages. On passe à l'hypersensibilité granulomateuse. Donc, il y a formation d'un granulome inflammatoire. Donc, formation d'un granulome inflammatoire. Histologie et mécanisme. Dans de nombreuses situations, l'antigène ne peut être éliminé. Donc, lorsqu'on parle de l'hypersensibilité granulomateuse, elle est due à une stimulation chronique. D'accord? C'est une stimulation chronique. C'est la non-élimination de l'antigène qui a provoqué l'état d'hypersensibilité. Donc, c'est surtout la stimulation chronique. Dans de nombreuses situations, l'antigène ne peut être éliminé de part, donc soit par rapport à sa structure ou par rapport à sa production permanente, à partir d'un foyer infectieux. Donc, lors des infections chroniques, il y a risque de passage à l'hypersensibilité granulomateuse. D'accord? Donc, l'hypersensibilité, par exemple, tuberculinique, elle peut se développer en état d'hypersensibilité granulomateuse. D'accord? Lorsqu'on a l'hypersensibilité tuberculinique, elle est due soit au BK, soit aux autres micro-organismes. Donc, il y a une infection, donc il y a un risque de passage à l'hypersensibilité granulomateuse si l'antigène n'est pas éliminé correctement. Dans ces situations, la réaction d'hypersensibilité se prolonge avec comme conséquence la formation de granulomes. C'est pour ça qu'on appelle cette hypersensibilité, c'est l'hypersensibilité granulomateuse. Et parfois, elle est due à autre pathologie. C'est pas seulement les infections chroniques. D'accord? C'est pas toujours les infections, mais dans la majorité, donc on parle souvent des infections chroniques du germe non éliminé. Mais il y a d'autres situations où on peut avoir des granulomes inflammatoires. Les macrophages s'accumulent au site de la réaction. Donc il y a les macrophages qui vont s'accumuler au site de la réaction. Ils vont subir des modifications morphologiques. Ils vont subir donc des modifications morphologiques. Ils vont se différencier en cellules épithélioïdes qui peuvent fusionner. Ces cellules épithélioïdes peuvent fusionner pour former des cellules géantes. Ça, c'est les étapes. Les étapes. Donc, macrophage, cellules épithélioïdes et à la fin, cellules géantes. Dans certains granulomes, par exemple le granulome de la tuberculose, autres comme les infections, provoquent l'hypersensibilité tuberculinique. Par exemple, le BK provoque l'hypersensibilité tuberculinique. Mais elles peuvent se compliquer en hypersensibilité granulomateuse, peuvent provoquer des granulomes. Dans certains granulomes, dans le cas de la tuberculose, le centre de la lésion est le siège de nécrose et des cellules épithélioïdes entourées de lymphocytes et de fibroblastes qui synthétisent du collagène. Donc, on est à ce stade. Les cellules épithélioïdes entourées de lymphocytes et de fibroblastes vont synthétiser du collagène. Et donc, c'est ça le granulome. Il y a plusieurs types de cellules. D'accord? Là, c'est des lymphocytes. Lymphocytes T, lymphocytes T, les cellules NK, les polynucléaires neutrophiles. D'accord? Il y a les macrophages. Il y a plusieurs types de cellules. Il y a ici, c'est les cellules géantes. Les cellules géantes. Et ça, c'est les cellules géantes. Les cellules dendritiques. Il y a pas, ça c'est les cellules dendritiques. Et donc, le granulome inflammatoire est formé par plusieurs types de cellules. Et à la fin, on aura formation des cellules géantes. Ça c'est des macrophages qui vont se différencier en cellules épithélioïdes. Et à la fin, elles vont fusionner pour donner ces cellules géantes. Bon, ça c'est une photo de l'histologie. D'accord?
Et donc, quelles sont les principales maladies granulomateuses chez l'homme? Surtout les infections chroniques. C'est surtout les infections chroniques. Surtout, donc, on parle souvent de tuberculose, la leishmaniose, donc il y a les parasites, la bilariose, la lèpre, la brucellose, la syphilis, les infections fongiques profondes. C'est surtout l'essentiel, c'est les infections chroniques. N'importe quelle infection chronique peut provoquer des granulomes inflammatoires. Il y a aussi quelques maladies auto-inflammatoires et auto-immunes. La sarcoïdose est auto-inflammatoire, la maladie de Crohn, la rectocolite hémorragique. Tout ça, c'est au niveau du côlon. La maladie de Crohn touche le côlon. La rectocolite hémorragique aussi, les vascularites. Les vascularites, c'est des inflammations au niveau des vaisseaux, comme la maladie de Horton et la maladie de Wegener. D'accord? C'est des vascularites. En tous les cas, c'est des maladies soit auto-immunes, soit auto-inflammatoires. Parfois, on trouve les deux mécanismes, maladie auto-immune et auto-inflammatoire. Lorsqu'on parle des maladies auto-immunes, ça sous-entend quels sont les éléments incriminés qui ont maladie auto-immune. Quelles sont les cellules incriminées? Quelles sont les cellules qui provoquent les maladies auto-immunes? Quelles sont les cellules qui provoquent une maladie auto-immune? C'est les lymphocytes. C'est les lymphocytes qui sont à l'origine de l'apparition des maladies auto-immunes. Les lymphocytes T et B, mais dans les maladies auto-immunes, on parle souvent des lymphocytes B parce qu'on détecte les auto-anticorps. On a le marqueur. D'accord? Et les maladies auto-inflammatoires, on incrimine les cellules de l'immunité innée. D'accord? Il y a parfois même les corps étrangers. Un corps étranger peut provoquer des granulomes inflammatoires parce qu'il n'est pas illuminé. Les fils de suture, le talc, et ainsi de suite. Les compresses, parfois les chirurgiens peuvent oublier des compresses après intervention chirurgicale. D'accord? Ils peuvent provoquer, parfois les fils de suture. Donc il y a l'essentiel, un corps étranger peut provoquer l'hypersensibilité granulomateuse. Bon, ce schéma montre le développement de l'hypersensibilité granulomateuse. D'accord? Pardon. Donc ce schéma, les PAMP, les PAMP bactériens stimulent les macrophages à sécréter de l'interleukine 12. Donc les PAMP c'est quoi? C'est quoi les PAMP? Les PAMP vont être reconnus par les PRR. Par les PRR. Les PAMP, c'est quelques déterminants antigéniques exprimés à la surface des micro-organismes. Ils sont spécifiques de quelques micro-organismes. D'accord? Les CPA, donc les PAMP bactériens stimulent les macrophages à synthétiser de l'interleukine 2. Donc les macrophages, comme les CPA dans ce cas, après reconnaissance des PAMP par l'intermédiaire des PRR, ils vont synthétiser l'interleukine 12. D'accord? Donc on aura une costimulation des molécules, donc des lymphocytes T, donc il y aura costimulation lymphocytes T et macrophages. Ces lymphocytes T vont se différencier en TH1 dans ce cas en TH1, et ces TH1 vont synthétiser l'interféron gamma, l'interleukine 3, le GM-CSF, d'accord, à l'origine de l'activation des macrophages. Activation des macrophages. Ces macrophages, une fois activés, c'est pas une fois, la chronicité de l'activation des macrophages va provoquer la différenciation de ces macrophages en cellules épithéliales. Et après, ils vont fusionner pour donner des cellules géantes. D'accord? C'est pas une stimulation qui va provoquer la différenciation des macrophages en cellules épithéliales. C'est la chronicité de cette stimulation. D'accord? Donc l'activation des lymphocytes T en présence d'interleukine 12
conduit à la libération de l'interféron gamma et d'autres cytokines. D'accord? L'échec de l'éradication du stimulus antigénique. Normalement, ici, il y aura activation des macrophages pour éliminer l'antigène. D'accord? Mais l'échec de l'éradication de l'antigène provoque une libération exagérée et persistante des cytokines qui favorise la différenciation des macrophages en cellules épithéloïdes. Donc, ces cellules épithéloïdes vont sécréter de grandes quantités de TNF, alpha, entraînant leur fusion et la formation des cellules géantes multinucléées. C'est ça l'origine de ces cellules géantes retrouvées dans les granulomes inflammatoires. Donc ici le tableau qui résume les différentes formes, les types ou les formes d'hypersensibilité type 4. On n'a qu'un 3 formes, ou la 3 types, de contact tuberculinique et granulomateux. Donc ce tableau résume un peu, sur le plan clinique, le contact c'est des eczémas, histologie c'est des cellules mononucléées, des lymphocytes, des macrophages, et on trouve des œdèmes au niveau du derme. Donc mais ici c'est, sur le plan histologique, c'est l'épidème qui est touché. Donc l'antigène pénètre par voie épidermique. La forme ou les différentes, donc soit la forme tuberculinique, c'est toujours 48 heures à 72 heures. Sur le plan clinique, il y a formation des papules avec induration locale. Les cellules incriminées, c'est les cellules mononucléées, les lymphocytes, les monocytes et macrophages. L'antigène pénètre par voie intradermique. Donc c'est par voie dermique. C'est presque, le contact tuberculinique, c'est presque les mêmes éléments, mais par contre la granulomateuse, c'est la complication. Ça fait partie des complications souvent de la forme tuberculinique. La granulomateuse, c'est 4 semaines de stimulation. D'accord? 21 à 28 jours. On aura une induration de la peau, formation de nodules dans la peau et les poumons. Les cellules épithélioïdes, les cellules épithélioïdes, les cellules géantes, ici Makash, les macrophages, c'est partout, un peu partout. Il y a formation donc de fibrose et de nécrose. L'agent est persistant. L'antigène soit l'agent, soit le complexe antigène-anticorps dans les macrophages. Donc il y aura une stimulation chronique des macrophages qui vont se différencier en cellules épithélioïdes et ces cellules vont fusionner pour donner les cellules géantes. Et on arrive à l'exploration. Donc comment explorer ces états d'hypersensibilité? La première des choses, c'est les tests cutanés. Donc on commence par les tests cutanés. Les tests cutanés actuellement utilisés, c'est les patch tests. C'est les patch tests. C'est les applications cutanées de l'aptène ou de l'antigène suspectés être à l'origine de la pathologie. On ne prend pas n'importe quel antigène. C'est l'antigène suspecté être à l'origine de la pathologie. Il y a aussi l'intradermoréaction à la tuberculine par injection de PPD et on va mesurer le diamètre de l'érythème et de l'induration 48 heures à 72 heures après. Les résultats peuvent être exprimés de façon semi-quantitative, donc X, 0X ou la plus c'est l'équivalent de 4 mm. Un résultat positif à la tuberculine signifie que l'organisme est entré en contact avec le bacille de Koch ou le BCG. Mais on compare toujours ces résultats par rapport aux témoins. D'accord? On utilise toujours des témoins. Les patch tests, c'est la même chose. On va mettre l'antigène suspecté être à l'origine de la maladie, donc sous forme de patch test. Et après 48 heures, on va voir la réaction. Est-ce qu'il y a de l'érythème ou de l'induration?
Donc ça, c'est les patch tests. Patch test. Donc après, évaluation du patch test. Et par exemple, c'est le patient, là c'est des antigènes différents. Plusieurs antigènes. Chaque patch test avec un antigène. D'accord? C'est le patient, par exemple, il est allergique à cet antigène, il y aura apparition de l'érythème. Maintenant, c'est pas clair, mais ça, c'est une réaction positive. Avec induration et l'érythème. L'érythème n'est pas clair. D'accord? Donc, on sait à l'avance que cet antigène, par exemple, c'est le nickel, par exemple, à l'avance. On a le schéma du patch. D'accord? On sait à l'avance l'emplacement de ces antigènes. C'est en cas de réaction, on sait à l'avance que cette réaction est due à tel ou tel antigène. Ça, c'est les patch tests. Il y a l'intradermoréaction à la tuberculine. C'est les tests cutanés qui explorent in vivo l'hypersensibilité retardée par injection de composants antigéniques de mycobactériens. Donc, composants antigéniques mycobactériens injectés par voie intradermique. Mais les inconvénients, elle est subjective, la lecture. Donc, positif, négatif, le diamètre, c'est un peu subjectif. La sensibilité, elle est moyenne, elle est peu spécifique. La source, donc les sources antigéniques, il y a plus de 200 protéines de Mycobacterium tuberculosis. La lecture se fait à 72 heures par mesure du diamètre d'induration en millimètres. D'accord? Donc ça, c'est les produits utilisés dans ces tests d'intradermoréaction. Donc actuellement, on préfère les patch tests, on préfère ça par rapport aux intradermoréactions. Il y a aussi les tests de sécrétion de l'interféron gamma. On provoque la sécrétion de l'interféron gamma. Donc si le patient est déjà sensibilisé, donc il y aura une sécrétion exagérée de l'interféron gamma. D'accord? Et on va voir le taux de l'interféron gamma par rapport au témoin. C'est la détection in vitro de la production d'interféron gamma par les lymphocytes T spécifiques. Donc, spécifiques sensibilisés ou non, de Mycobacterium tuberculosis après stimulation avec des protéines mycobactériennes. Et donc, le test utilisé dans ce cas, c'est le test ELISA, ça s'appelle le quantiféron. Ça s'appelle le quantiféron, il est très utilisé actuellement. D'accord? Le quantiféron très utilisé actuellement. D'accord? Dans le diagnostic aussi de la tuberculose, pour éliminer. Parfois, si on veut traiter quelques pathologies, on est obligé de traiter par les immunosuppresseurs. Il faut être sûr que le patient n'a pas de tuberculose, par exemple. D'accord? Donc, si on veut être sûr, on peut utiliser, on demande au patient le test de quantiféron. D'accord? Il y a d'autres tests, mais souvent on demande le test de quantiféron. Il n'est pas utilisé en routine. Il y a quelques labos qui utilisent ce test. Malheureusement, c'est pas généralisé dans la totalité des labos. Il y a aussi l'étude histopathologique. Là, c'est l'anapathe. C'est pas l'immuno, c'est l'anapathe. Par immunomarquage, mais il y a toujours l'immuno, parce qu'on utilise des anticorps marqués. Mais c'est une technique d'anapathe. Parce que dans les techniques d'anapathe, on utilise souvent les techniques immunologiques. On les appelle immuno-histologiques ou la immunochimique. D'accord? Il y a toujours de l'immuno, l'immunocytologie, l'immunohistologie. D'accord? Il y a toujours ces techniques. Parce qu'on utilise des anticorps marqués. On utilise des anticorps marqués pour déterminer un antigène exprimé sur des cellules, ou là pour déterminer des cellules. D'accord? On peut vérifier l'absence de dépôt d'immunoglobulines et du complément.
et on peut mettre en évidence les cellules productrices de cytokines. Donc si on veut, donc c'est des tests directs. Si on veut détecter est-ce que l'infiltrat est riche en immunoglobuline, on va utiliser des anticorps anti-immunoglobulines marqués. D'accord? On va utiliser des anticorps anti-immunoglobulines marqués et on va voir ces lésions tissulaires. Il y a aussi d'autres tests. هذا نشوفهم غير في la littérature, mais sur le plan théorique, c'est des tests très intéressants. Mais sur le plan pratique, pour moi, j'ai pas encore vu ces tests. D'accord? Mais sur le plan théorique, c'est très intéressant. C'est les tests de transformation lymphoplastique. Donc on va provoquer l'activation de ces lymphocytes par un antigène. Elle n'est pas de pratique courante. D'accord? Et on va voir la différenciation de ces lymphocytes après provocation. D'accord? Il y a aussi le test d'inhibition de la migration des macrophages. Ce test va tester les lymphocytes T spécifiques d'antigènes. Est-ce que ces lymphocytes T peuvent produire des cytokines inhibitrices de la migration des macrophages? D'accord? Les deux tests sont utilisés même pour l'exploration des déficits immunitaires cellulaires. C'est pas spécifique pour l'hypersensibilité type 4. Ces deux tests, on va les retrouver lorsqu'on va voir les déficits immunitaires. Donc ces deux tests vont être demandés dans l'exploration des déficits immunitaires cellulaires. Donc c'est pas spécifique. Test de transformation lymphoplastique et test d'inhibition de la migration des macrophages. On termine par une conclusion. Donc il y a l'implication de l'immunité à médiation cellulaire et des réponses de type TH1. Donc il y a les lymphocytes T, CD4 et parfois CD8. Donc le profil est de type TH1. C'est important. Il y a recrutement local des macrophages par les cytokines et les chimiokines des lymphocytes T activés. C'est pour ça que les lymphocytes T activés, c'est l'élément le plus important. Ce recrutement devient chronique. Il y a formation d'un granulome inflammatoire. Donc le granulome peut se former s'il y a une activation chronique. La localisation est très différente des types 1, 2 et 3. Les phénomènes de type 4 sont toujours localisés dans un tissu. C'est pas systémique. C'est pas systémique. C'est comme l'hypersensibilité, par exemple, type 1, c'est peut-être systémique. Type 3 peut être systémique. Type 2 peut être systémique, d'accord? Mais type 4, c'est localisé. Intervient dans beaucoup de maladies auto-immunes. Diabète type 1, thyroïdite, sclérose en plaques, dermatite de contact, les vascularites, on a déjà cité, et infectieuses chroniques. Et je vous remercie. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez des questions? Oui? Un peu de silence, un peu de silence. Il y a une question? Quelle est la différence entre un homme qui ne présente pas une hypersensibilité contre-immunitaire ou un homme qui... Quelle est la différence? Premièrement, c'est le contact. C'est le contact. Il y a d'autres facteurs génétiques de prédisposition qu'on ne connaît pas. Il y a des facteurs de prédisposition. D'accord? Parce que lors des réponses immunitaires, il y a, comme on a le TH0, qu'on se différencie en TH1 et TH2. Il y a des facteurs génétiques qui favorisent la différenciation TH2 et la réponse exagérée TH2, donc à l'origine des états d'hypersensibilité. Il y en a d'autres qui favorisent le TH1, une réponse exagérée TH1. Il y a d'autres facteurs qui influencent. Facteurs de l'environnement, le contact permanent et quelques facteurs génétiques. D'accord? Parce que sur 100 individus qui entrent en contact avec le nickel, par exemple, il y en a 4 ou 5 qui vont développer ces états d'hypersensibilité. C'est pas tout le monde. Donc, logiquement, il y a l'environnement,
c'est le contact, il y a aussi le terrain génétique, deux prédispositions. D'accord? Parce que c'est des réponses, c'est une réponse normale. Pénétration d'un antigène, une réponse immunitaire. À l'état normal, il y a toujours cet équilibre entre TH1 et TH2. Elle n'est pas exagérée. La réponse, elle est toujours régulée. Une réponse, une fois arrivée à terme, donc, il y aura inhibition de cette réponse. Dans les états d'hypersensibilité, donc, il y a les facteurs qui favorisent la déviation. Il y a aussi la non-inhibition de cette activation. La non-inhibition. Il y a un problème de régulation aussi. D'accord? Oui? Oui? Qui fait? Oui? Oui? Après une tumeur? Normalement, non. On ne peut pas, donc, logiquement. L'hypersensibilité de contact, elle se déroule, donc il y a captation, donc il y aura fixation de l'antigène par les CPA, par les cellules de Langerhans. Ils vont migrer au niveau du ganglion. Il y aura l'activation des lymphocytes T naïfs à ce niveau. Ces lymphocytes T, ils vont migrer au niveau de la peau après, donc ils vont pénétrer dans la circulation et après ils vont migrer au niveau de la peau. Lors des contacts ultérieurs, juste après fixation de l'antigène par ces CPA, ils vont présenter aux lymphocytes T. Donc il y aura présentation, sans passage par les ganglions. Sauf si le patient a été déjà sensibilisé avant l'enlèvement des ganglions. Possible qu'il a des lymphocytes T, mémoire, donc localisés au niveau de la peau. Donc si le patient est déjà sensibilisé, on peut avoir ces états. Mais en dehors de ça, non. Si le patient n'a pas été au contact auparavant, on a les ganglions, il n'y aura pas de réaction. Théoriquement, il n'y aura pas de réaction. Théoriquement. D'accord? Je vous remercie.